Je m'appelle John Redster. J'ai bâti un royaume dans la gestion des déchets, ce qui m'a valu le titre de « roi des ordures ». J'ai été marié à Janet Carson, une avocate qui conservait son nom de jeune fille sur le plan professionnel et social. Son attachement à son identité professionnelle était inébranlable. Au départ, Janet était satisfaite de voir ma carrière dans la gestion des déchets payer la facture de ses études de droit. Elle s'est orientée vers le droit après avoir travaillé comme assistante juridique pendant des années, réalisant que ses capacités correspondaient à celles des avocats qu'elle assistait. Bien que je sois propriétaire d'entreprises prospères et que je dispose d'une fortune considérable, Janet a changé d'attitude à mon égard lorsqu'elle a rejoint un cabinet d'avocats, méprisant ma profession. Les tensions dans notre relation se sont manifestées par des nuits tardives, une diminution de l'intimité et une augmentation du manque de respect. Des soupçons d'infidélité sont apparus, supposant qu'elle avait une relation avec un ou plusieurs de ses collègues. Pour protéger mon entreprise d'un éventuel divorce, j'ai cherché des preuves qui pourraient résister à un examen juridique. Un procès contre son agence pour infidélité pourrait compenser ce que je perdrais dans un règlement de divorce. Bien que j'ai toujours refusé les fêtes de Noël organisées par Janet au bureau, cette année était différente. J'ai accepté, à sa grande surprise. Elle a tenté de me dissuader à plusieurs reprises, invoquant des raisons de rester à la maison. Mais j'ai persisté, lui disant que je voulais y assister, tout en essayant de la surveiller et de découvrir l'identité de son amant. Dans les jours qui ont précédé la fête, elle n'a cessé de me suggérer des excuses pour me faire renoncer. Pourtant, je suis resté déterminé, exprimant mon impatience d'assister à l'événement. Alors qu'elle se préparait pour la soirée de gala, elle a tenté une dernière fois de me dissuader, s'inquiétant de ma gêne potentielle. Absolument, ma chérie. Je savais que ce n'était pas mon apparence qui posait problème, on m'a complimenté sur mon physique, je suis resté en forme et j'ai porté des costumes Armani. Je n'étais pas un barbouilleur. C'est juste que mon travail portait sur les déchets et qu'elle n'a pas supporté la comparaison lorsque j'ai souligné sa profession. Arrivé en retard à la fête, nous avons trouvé une table près de la piste de danse, peu peuplée à l'exception d'un autre couple. Je me suis installé et j'ai proposé d'aller chercher des boissons pour Janet et moi. Ma première rencontre de la soirée s'est produite alors que je faisais la queue pour les boissons. Un homme, apparemment du cabinet, m'a demandé « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. » « Avec qui êtes-vous ici ?»« Ma femme, Janet Carson Klein. »« Janet ?» Je n'avais pas réalisé qu'elle était encore mariée. Nous sommes heureux en ménage depuis 8 ans. Enfin, techniquement, plus de 10 ans. Il parut brièvement stupéfait avant de rire, supposant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. C'est la preuve que la réalité peut être plus drôle que la fiction. Le surnom de « roi des ordures » circulait chaque fois que je me trouvais à proximité, souvent suivi de rires sarcastiques. Cela ne me dérangeait pas vraiment, j'avais prédit avec précision la façon dont ils m'avaient traité au cours des dernières années. Pour eux, je faisais partie de la classe inférieure, voire de la racaille. Pendant que Janet fréquentait des avocats, des parajuristes, des secrétaires et leurs compagnons, j'observais la situation depuis la table. Pendant le dîner, elle a conversé poliment avec nos voisins de table. Lorsque la danse a commencé, j'ai décidé de tenter ma chance et je l'ai invitée à danser, malgré sa gêne évidente à être vue avec moi. Mais cela ne me dérangeait pas. J'ai tenté de prendre l'initiative pendant les danses lentes, mais j'ai été rapidement interrompu à plusieurs reprises. Finalement, elle a accepté plusieurs invitations d'autres avocats pour des danses lentes et rapides. Abandonnant, je me suis installé pour l'observer de plus près. Environ 1 heure après le début de la danse, un homme distingué d'âge moyen s'est approché de notre table, son attention se portant uniquement sur Janet. Contrairement à d'autres, il ne m'a pas demandé la permission, c'était plutôt comme s'il la réclamait pour une danse. Le visage de Janet s'est illuminé à son arrivée, acceptant avec empressement sans me demander mon approbation. À ce moment-là, je me suis dit, nous avons peut-être un gagnant. Mon attention s'est fixée sur eux alors qu'ils dansaient lentement. Son langage corporel laissait entrevoir des choses, alimentant mes soupçons, mais rien d'assez flagrant pour en faire une image accablante. Alors, mon intuition était-elle une preuve suffisante de leur liaison? Pas tout à fait. Heureusement, j'avais une source d'information peu conventionnelle. Je n'avais jamais révélé à Janet que j'avais été recruté par la CIA après l'université. Mon habileté à lire sur les lèvres m'avait permis de mener à bien des missions secrètes et de m'entraîner à déchiffrer une langue du Moyen-Orient grâce au mouvement des lèvres. Cependant, mon séjour à la CIA a été de courte durée, car un célèbre dénonciateur a découvert notre section, ce qui m'a obligé à partir, car je n'étais pas intéressé par un travail de bureau. Debout, je me suis positionné de manière à pouvoir suivre la conversation de Janet avec son partenaire de danse, dont je ne pouvais pas voir le visage la plupart du temps depuis mon poste d'observation.
Voici ce dont j'ai été témoin. Janet, tu as pris la chambre pour ce soir? Lui, chambre 431. Avez-vous mis? Janet, oui, je l'ai mis dans son verre il y a quelques minutes. Lui, ça ne devrait pas prendre. Janet, je n'arrive pas à croire que tu veuilles que nous fassions l'amour dans la même chambre que celle où dort mon mari. C'est tellement vilain et dangereux. Lui, tu aimes faire semblant de ne pas le faire. Janet, tu es sûr qu'il ne va pas se réveiller trop tôt? Lui, ne t'encombre pas d'eux. Tu es toujours. Janet, ne t'inquiète pas pour moi. Si je te l'ai promis moi-même, tu m'auras. Oh, Stanley, je suis tellement prête. C'est là que j'ai basculé. Je me suis empressé de renverser le reste de la boisson trafiquée sur moi et sur la table. Je me suis excusé et j'ai foncé vers les toilettes, c'est du moins ce que j'avais prévu. Je l'ai dépassé et me suis dirigé vers la sortie, en espérant que le médicament n'avait pas fonctionné ou qu'il était faible. Malheureusement, je me trompais sur les deux tableaux. Des machines qui bipent, des lumières crues et une odeur d'alcool m'ont accueilli lorsque j'ai repris conscience. Il semblerait que j'ai eu un accident de voiture après m'être endormi au volant à la fin d'une soirée. En observant la pièce, j'ai remarqué la présence d'une infirmière. Avant que je puisse m'informer, Janet est entrée. Je me suis immédiatement redressé en criant « Sortez cette femme d'ici !» Surprise, Janet s'est enfuie. Une fois qu'elle fut partie, je continuai « C'est elle qui a failli me faire tuer. Je dois parler à un officier de police maintenant. » Le personnel médical a essayé de me calmer, pensant que j'étais en train de faire une dépression. Me ressaisissant, j'ai affirmé « Permettez-moi de clarifier les choses. Je vous poursuivrai en justice, vous et cet hôpital, si un policier n'arrive pas dans 15 minutes. J'ai été drogué. Recherché du Benadryl liquide ou d'autres substances assommantes. Ma femme et son amant ont failli me tuer. J'ai exagéré mes soupçons, mais cela a eu un effet. Dans le délai imparti, un officier est arrivé. J'ai raconté avoir entendu ma femme et son amant discuter de la possibilité de me droguer et de m'emmener quelque part pour un rendez-vous galant. J'ai omis le détail de la lecture labiale, préférant me concentrer sur la drogue et la tentative d'enlèvement. J'ai insisté pour me rendre au poste de police après ma sortie de l'hôpital afin de déposer un rapport, exprimant mon inquiétude pour ma sécurité. Le policier a semblé indifférent. Alors que j'attendais ma sortie, une infirmière m'a remis le rapport toxicologique, qui révélait un dosage important. Si j'avais consommé le verre entier, cela aurait pu être mortel. Le personnel de l'hôpital avait alerté la police, considérant qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre potentielle. Rapidement, un officier a monté la garde devant ma porte et l'interrogatoire de la police qui a suivi a été nettement plus sérieux. À ma sortie, le lendemain, des voitures de police passaient régulièrement, mais je ne me sentais pas directement menacé. Janet était absente de notre maison, laissant derrière elle toutes ses affaires. J'ai découvert plus tard que Janet avait été arrêtée chez nous. Elle et son amant nous avaient rendu visite dans l'espoir de me dissuader d'informer le cabinet d'avocats de leur rendez-vous prévu à l'hôtel. Dans un premier temps, ils n'ont considéré que leur crime. Cependant, Janet et Stanley étaient accusés de tentative de meurtre. Je ne pouvais qu'imaginer la réaction de Janet lorsque la police lui a passé les menottes. Comme on pouvait s'y attendre, les deux avocats ont opté pour le silence jusqu'à ce qu'ils soient représentés par un avocat. Le procureur a demandé des procès séparés, prévoyant que si Janet craignait d'être condamnée, elle pourrait témoigner contre Stanley Proust, son amant et associé junior du cabinet. Cependant, ces efforts ont échoué et les deux affaires se sont retrouvées mêlées pour un procès commun. Avant le procès, Janet a tenté de me contacter, laissant des messages proclamant son innocence concernant la tentative de meurtre, mais évitant commodément toute mention de son infidélité ou de ses excuses. J'ai choisi d'ignorer le reste de ces tentatives de communication. Rapidement, j'ai retiré des fonds de nos comptes communs et rompu tout lien financier avec elle, obligeant son père à payer ses frais de justice jusqu'à ce que je sois finalement contraint de lui rendre la moitié de ses biens sur l'insistance de son avocat. Au cours du procès, la principale preuve était un rapport toxicologique détaillant les différentes substances présentes dans mon organisme. Un chimiste légiste, expert en empoisonnement, a identifié la substance spécifique et le danger potentiel qu'elle représentait si je consommais la totalité de la dose. Je me suis présenté à la barre en tant que témoin vedette, mes compétences en lecture labiale devenant le point central de la contestation de mon témoignage par la défense. Comment pouvais-je être aussi sûr de ce que j'avais observé? La plupart des lecteurs de lèvres ont un taux de précision légèrement supérieur à 50%. Or, plusieurs membres du personnel de la CIA ont témoigné, attestant que mes compétences étaient supérieures à la moyenne. J'ai même fait une démonstration au tribunal. L'avocat de la défense a tenté une autre théorie,
suggérant que je m'étais drogué pour faire accuser ma femme et son amant de tentative de meurtre. Ce stratagème m'aurait permis d'obtenir tous les biens dans le cadre d'un divorce et un règlement important dans le cadre d'un procès contre le cabinet d'avocats. En vérité, j'aurais aimé être aussi rusé. Le juge n'a pas perdu de vue le mépris que j'éprouvais à l'égard de la thèse de l'avocat de la défense. Lors de la présentation de la défense, ni Janet ni Stanley n'ont témoigné. Au lieu de cela, un autre chimiste légiste a suggéré que la substance n'était peut-être pas mortelle. Un expert en langue des signes a été appelé à la barre pour miner la fiabilité de la lecture labiale. Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur ma propre précision, il n'a pas voulu m'évaluer personnellement. Le seul témoin supplémentaire était le sergent Asquin, un officier de police qui avait interrogé les personnes présentes à notre table de fête. Son témoignage a révélé qu'aucun d'entre eux n'avait été témoin de la manipulation de mon verre par ma femme. Sur ce, la défense a conclu, personne n'a vu Stanley fournir à Janet une quelconque substance, personne n'a vu Janet altérer ma boisson, et il n'y avait pas suffisamment de preuves pour réfuter le fait que je n'avais pas orchestré tout cela moi-même. Une fois que l'officier de police a terminé son témoignage, une femme âgée présente dans la galerie a demandé avec insistance l'attention du procureur, provoquant ainsi une perturbation. Le procureur a dépêché un assistant pour répondre à son agitation. Au retour de l'assistant, l'urgence s'est emparée de l'assistance qui s'est exclamée « suspension immédiate ». Cherchant à en déterminer la cause, le procureur s'est brièvement absenté pour s'entretenir avec la femme. J'ai jeté un coup d'œil à Janet, remarquant son horreur à la vue de cette femme qui entamait immédiatement une conversation tendue avec son avocat. Après la pause, le procureur a demandé un témoin supplémentaire pour présenter un contre-témoignage à l'encontre de l'officier de police Asquin. Janet a poussé son avocat à prendre la parole. « Votre honneur, je demande une autre suspension d'audience pour présenter un changement dans le plaidoyer de ma cliente », a demandé l'avocat. Cette annonce a déclenché une vive réaction de la part de Stanley et de son avocat, avec l'utilisation répétée du mot « salope ». Au cours des discussions qui ont eu lieu pendant la pause, Janet et son avocat ont proposé un plaidoyer de culpabilité et une peine de 3 à 5 ans en échange de son témoignage contre Stanley. Le procureur est d'accord. La femme âgée a informé le procureur que le policier lui avait demandé si elle avait vu Janet mettre de la poudre « knockout » dans mon verre, et non pas « n'importe quoi ». Comme elle n'avait pas été témoin de l'insertion d'une substance assommante, elle a répondu par la négative. Cependant, elle avait vu Janet mettre quelque chose dans mon verre, pensant qu'il s'agissait d'un médicament contre la gueule de bois que je risquais d'avoir en raison d'une consommation excessive d'alcool. Elle a omis de le mentionner à l'agent, pensant qu'il s'agissait d'un remède contre la gueule de bois et non d'une substance assommante. Plusieurs mois plus tard, le plaidoyer de culpabilité de Janet et sa condamnation ont été annoncés. Stanley a obtenu un nouveau procès dans lequel Janet est devenue le principal témoin, décrivant en détail le début de leur liaison. Elle a affirmé qu'elle n'avait voulu que me tromper, tandis que Stanley a soutenu qu'il n'avait fait que suivre les instructions de Janet et qu'elle lui avait intentionnellement administré une dose excessive de la substance, tout en étant parfaitement consciente de ses effets potentiellement mortels. L'avocat de Stanley a présenté une nouvelle version des faits. Janet l'avait manipulé, orchestrant un plan pour piéger Stanley et orchestrer ma mort. Son motif ? Se débarrasser d'un mari à l'héritage prometteur et éliminer un amant dont la position d'associé junior pouvait facilement lui être transférée. Cependant, mon accident de voiture a perturbé son plan. Stanley s'est effondré, incapable de concevoir l'idée de faire du mal. En fin de compte, le jury s'est plutôt rangé du côté de Janet, ce qui a entraîné la condamnation de Stanley à une peine de 10 à 15 ans de prison. J'ai été autorisé à prendre la parole lors de sa condamnation. Les larmes aux yeux, j'ai déclaré, « Je ne devrais pas être ici aujourd'hui. Je devrais reposer au cimetière de Riverside. Au lieu d'être assis sur cette chaise, l'amant de ma femme devrait se tenir près de ma tombe, célébrant le fait qu'ils ont réussi à se débarrasser de « l'homme poubelle ». Elle aurait dû hériter d'une fortune et la dépenser avec son amant et son complice. Ne vous y trompez pas. Aucun d'entre eux n'est affligé par le fait que j'ai failli mourir. Ils sont contrariés parce que je ne l'ai pas fait et que je me suis fait prendre. Ma capacité à lire sur les lèvres m'a sauvé la vie. J'avais consommé une partie de la boisson que ma femme avait trafiquée avec des médicaments fournis par son amant lorsque j'ai découvert qu'elle avait été trafiquée. La quantité que j'ai consommée aurait pu me faire perdre connaissance et m'entraîner dans un accident. Si j'avais heurté l'arbre voisin, je serais probablement mort. Les tests ont montré que si j'avais consommé la totalité de la boisson, je serais mort pendant que ma femme et son amant s'adonnaient à leurs activités. Ils prétendent qu'ils voulaient seulement m'endormir. Ils insistent tous deux sur le fait qu'elle m'a donné par erreur une dose potentiellement mortelle. Mais même si c'était vrai, devrait-il s'en tirer avec un « oups » et une tape sur les doigts ?
Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je suppose que mon opinion n'a pas d'importance. Vous voyez, je suis censé être mort. Stanley a été condamné à une peine de 10 à 15 ans, et Janet à une peine de 3 à 5 ans. Alors qu'il l'escortait hors de la salle d'audience après la condamnation de Stanley, Janet m'a crié ses excuses. Lisez sur mes lèvres, je m'en fiche, et je rétorquai alors qu'il l'emmenait. Épilogue. La procédure de divorce s'est avérée simple avec Janet derrière les barreaux. Elle n'a rien contesté, comme si elle avait profondément honte de ses actes et de ce qui avait failli se produire. Sans le vouloir, je me suis retrouvé avec ce que l'avocat de la défense m'avait accusé de vouloir, tous les biens matrimoniaux et des règlements substantiels issus des batailles juridiques avec le cabinet d'avocats et Stanley. Déjà riche, j'ai ainsi augmenté ma fortune. Compte tenu de mon activité dans la gestion des déchets, on pourrait dire que je suis devenu immensément riche. Ce qui m'a étonné, c'est le flot de femmes qui se sont portées candidates au rôle désormais vacant de « reine des ordures » dans les mois qui ont suivi le procès. Il est à noter qu'aucune de ces candidates n'était avocate, ce qui n'est guère surprenant.